j'ai essayé de rassembler mes idées pour essayer de vous faire saisir à quel point il y avait des opportunités d'ouverture du champ du domaine de la santé et que désormais, véritablement, il faut prendre le terme de santé dans une autre dimension. Donc, essayez de vous faire saisir à quel point, dans ces dernières années, le concept et la notion de santé a complètement bougé stratégiquement et de manière également opérationnelle. On n'est plus du tout dans des aspects de santé qu'on connaissait il y a seulement environ 5 ou 6 ans, et ça influe terriblement à la fois sur les objets de recherche sur lesquels on se propose de travailler, sur nos recrutements de chercheurs. Nous allons dans des viviers maintenant de recrutement, nous qui travaillons en santé animale, vers les professions de santé. Il n'y a pas de problème, on a vraiment besoin d'eux, et il y a de quoi faire une carrière très intéressante dans ces domaines. Et donc, je vais essayer de vous situer dans un premier temps ce qu'était notre paysage de la recherche il y a environ 4 ou 5 ans et ce qu'il est devenu à l'heure actuelle, et surtout ce que ça nous a contraint à faire, comment ça nous a obligés à stratégiquement aller sur des outils, des créations d'outils nationaux et internationaux pour répondre aux vrais enjeux de la santé qui sont des enjeux globaux. Donc, il y a quelques années, j'animais un département de santé animale à l'INRA qui regroupe environ 800 personnes. La moitié d'entre ces personnes sont des agents de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Quant à l'autre moitié, ce sont des agents des écoles vétérinaires, du CIRAD, du CNRS. Nous collaborons pour des projets de recherche avec des collègues de l'INSERM ou avec des collègues du CEA. Et en fait, j'ai à animer, si vous voulez, pour vous représenter. Moi, je suis un animateur de troupeaux de chercheurs, et c'est plutôt un troupeau de chats. C'est-à-dire que ce sont des gens sur lesquels je n'ai pas véritablement 100% autorité, mais que je motive et que j'entraîne à aller sur des sujets qui, en revanche, sont stratégiques et fléchés pour des intérêts nationaux en matière de santé. Et dans les dernières années, ce qu'on a vu vraiment s'opérer, c'est une réflexion à l'échelle internationale sur le domaine de la santé et progressivement la prise en considération que la santé est une affaire globale, une affaire générale, et qu'il ne peut pas y avoir d'étanchéité de silos entre la recherche faite dans le champ de la santé des animaux et celle faite dans le champ de la recherche, donc de la santé humaine. Pourquoi, en particulier en lien avec l'infectiologie et le fait que, alors là, vous l'avez entendu certainement à de nombreuses reprises, 70% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale, 65% des maladies émergentes dans le champ de l'infectiologie sont des maladies qui viennent des animaux, qui sont partagées entre les hommes et les animaux. Donc, obligatoirement, il faut avoir une prise en considération globale des problèmes dans le champ en particulier de l'infectiologie. On a donc vu des organismes internationaux qui sont au nombre de 3, donc l'OIE, qui est l'organisme mondial pour la santé des animaux, l'OMS, que vous connaissez bien, la FAO, dans le champ de l'alimentation, qui ont réfléchi les enjeux stratégiques du futur, et ils les ont réfléchis en commun. Et quel est le message fort qu'ils ont passé globalement? C'est que la conception de la santé pour l'homme ou pour l'animal est la même. Elle répond à la définition de l'OMS de 1945. Les animaux ont même désormais droit vraiment légitimement avoir une santé mentale. On veille à la santé mentale des animaux en élevage et on fait une recherche à ce sujet. Et donc, ces 3 organismes ont fait une note de cadrage, et dans cette note de cadrage, ils définissent le risque de santé plus particulièrement aux interfaces écologiques entre l'homme et l'animal. Bien évidemment, ça se fait dans un contexte qui a été bien décrit, qui est celui d'un accroissement considérable des besoins que nous avons en protéines d'origine animale, un accroissement des cheptels. Je ne sais pas à combien vous imaginez à peu près le nombre d'animaux élevés à chaque instant sur la planète. Quelqu'un a une idée ? Si on ne compte pas les poissons, qui sont quand même de petits animaux en aquaculture, qui sont très nombreux, si on compte tous les animaux, il y a environ 20 milliards
d'animaux élevés à tout moment sur la planète. Leur empreinte carbone est très forte parce que ce sont des animaux qui essentiellement sont en forte croissance. Donc des poussins qu'on élève au stade de volaille abattue, des veaux qu'on élève au stade de vaches allaitantes, etc. Et donc, on est en très forte croissance de la demande pour le futur, donc avec un accroissement des cheptels dans des conditions dans les pays émergents où il y a très souvent une très forte promiscuité entre l'homme et l'animal, et les différentes espèces d'animaux. Ce qui, par exemple, au regard du virus influenza, constitue véritablement un chaudron pour arriver à créer de la variété, de la diversité, de la pathogénicité en matière de virus grippaux, par exemple. Donc, le problème, ce sont les interfaces écologiques entre l'homme et l'animal, et la manière de résoudre ces enjeux pour le futur, c'est de s'ouvrir à une seule santé. Ce concept, donc, One Medicine, One Health, qui est véritablement maintenant largement accepté à l'échelle internationale, a été pris en considération à l'échelle de la France. Le travail de réflexion et le white paper a été fait par le ministère des Affaires étrangères l'année dernière, et la France donc s'engage fermement dans cette recherche avec une seule santé, une seule médecine, une seule planète. Donc on a un cadre de réflexion et on y travaille. En revanche, avoir le cadre de réflexion ne donne pas les moyens de faire du bon travail, le moyen de former également les personnes qui vont travailler dans ce domaine-là. Il a fallu reconsidérer nos questions, nos enjeux scientifiques, et en particulier, il y a quelque chose qui est vraiment très difficile à relever, et si vous faites une recherche en santé humaine ou en santé animale, vous verrez que dans le proche futur, on va vous demander de sortir d'un cadre de réflexion national. Il est certain que sur nombre de maladies, vous avez des enjeux qui sont des enjeux planétaires. Et la seule bonne échelle de travail est l'échelle planétaire. Ce qui pose évidemment des problèmes d'outils et des problèmes de réseau. Parce qu'il faut avoir des collègues à l'étranger. On ne peut pas positionner nos chercheurs dans tous les pays, sous toutes les latitudes. Donc il faut avoir les bons réseaux et travailler en réseau pour avoir accès à des échantillons variés et pouvoir faire des analyses sur échantillons provenant de différents territoires à l'échelle planétaire. Donc pour nous, c'est un très très gros enjeu de réorganisation. On a besoin dans le futur d'une recherche beaucoup plus transdisciplinaire. Nous avons de très bons immunologistes en France, on sait en recruter, des infectiologues, des virologues, des bactériologistes, des protozoologistes, des parasitologistes, très bons, très bien. On a des épidémiologistes également. Notre souci, c'est que pour répondre aux enjeux du futur, on a besoin d'une recherche transdisciplinaire qui associe ces disciplines. Et il faut savoir le faire dans le futur. Donc, c'est tout le challenge pour nous d'arriver à créer des outils dans lesquels des chercheurs de plusieurs disciplines vont pouvoir être financés sur des projets uniques et travailler en transdisciplinarité. On a besoin, je vous le disais, de changer nos échelles de réflexion, et pour ça, on a besoin d'outils pour le faire. Et dans les 3 dernières années, on a vu émerger pour la première fois des outils beaucoup plus vastes, plus larges et plus transdisciplinaires que par le passé. Donc nous nous sommes saisis par exemple des appels d'offres de l'Union européenne pour aller créer un Neranet, à l'échelle européenne avec une trentaine de pays, et désormais on affiche bien que ce sont toutes les disciplines de l'infectiologie, de l'épidémiologie et du bien-être des animaux qui doivent fonctionner ensemble. Donc, clairement, l'Union européenne a intégré dans ses programmes le fait de la recherche transdisciplinaire. Donc, ayez toujours un œil désormais à ce qui se fait en marge de vos disciplines et comment vous pouvez articuler votre propre savoir disciplinaire avec le savoir disciplinaire d'autres collègues. Et je peux vous assurer que dans les CV des chargés de recherche que nous recrutons, quelque chose qui est très très apprécié est une double expérience.
Par exemple, avoir été microbiologiste et avoir pu co-publier avec des épidémiologistes dans le domaine, par exemple, de la diffusion d'agents infectieux sur des territoires, être capable d'avoir cette notion à la fois du très petit, de la bactérie et de sa diffusion sur des larges territoires est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est si l'occasion se présente, n'hésitez pas à faire l'expérience de la multidisciplinarité, d'avoir quelques cordes, plusieurs cordes à votre arc. Ensuite, il a fallu que nous accroissions terriblement dans ces dernières années les relations partenariales publiques-privées. Vous le savez certainement, il n'y a plus de recherche qui se fait en pratique sur subvention propre des établissements de recherche ou des universités. Il faut aller chercher sur projet des cofinancements pour sa recherche. Et donc, il y a les cofinancements publics, il y a les cofinancements privés. Donc, pour nous, ça nous a obligés à créer une structure qui s'appelle un Institut Carnot, donc un Institut Carnot en santé animale, mais vous en avez dans certains champs spécialisés, vision, audition, etc., qui sont plus proches de la santé de l'homme, et qui sont des portes ouvertes, des guichets uniques pour les industriels. Lorsqu'ils se posent une question de recherche, on a besoin de telles compétences, eh bien un Institut Carnot doit leur trouver sous 2 mois la bonne compétence et doit leur proposer un programme de recherche adapté à la question qu'ils se posent. Donc, ça a été pour nous l'occasion de nous ouvrir au partenariat public-privé. Et enfin, je terminerai en vous donnant quelques exemples de ce qu'il est possible de faire, et donc faire une illustration par l'exemple avant de dialoguer avec vous, pour vous dire ce que nous faisons aux interfaces de cette recherche entre la santé des animaux et la santé de l'homme. Premier exemple, c'est celui de la résistance aux antibiotiques. Ça, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Hein. Les usages des antibiotiques en santé animale sont tout à fait considérables. Donc, globalement, quand on parle avec des réanimateurs de secteur hospitalier à Paris, ce qu'ils nous disent, écoutez, il y a 800 tonnes de dépensées, 800 tonnes de consommées d'antibiotiques par an en France. Nous, c'est 400, vous, c'est 400. Faites un effort sur vos 400, voilà. En revanche, le tableau est peut-être pas aussi simple que ça. Je suis entièrement d'accord pour dire qu'il y a des mésusages des antibiotiques qui sont faits en médecine vétérinaire et que nous avons du ménage à faire. Voilà. On n'arrive plus, on ne sait plus sevrer un porcelet, par exemple, sans le passer sous antibiotiques. On ne sait plus tarir une vache lorsqu'elle a fini sa période de lactation sans le faire à l'aide d'antibiotiques. Voilà. Ce sont des usages systématiques qu'il faudrait bannir et il faudrait revenir vers des pratiques plus vertueuses. Entièrement d'accord. Mais il faut également s'imaginer qu'il y a la boucle se fait dans tous les sens, c'est-à-dire que l'usage pour l'animal peut être néfaste à la santé de l'homme parce qu'il sélectionne des gènes de résistance qui diffusent ensuite, mais réciproquement, il y a des usages auxquels on ne pense pas et qui vont induire des résistances chez les animaux qui retourneront ensuite chez l'homme. Les boues de stations d'épuration, que croyez-vous qu'elles deviennent? En fait, elles sont épandues dans la nature. Elles finissent dans les champs, elles finissent dans le sol. Et dans ces boues, il y a les résidus antibiotiques du traitement des humains, avec des molécules qui sont beaucoup plus sophistiquées que celles administrées aux animaux, mais qui vont, in fine, générer aussi des émergences de résistance dans des bactéries telluriques ou dans des bactéries de la flore intestinale des animaux. Et la boucle est bouclée. On retrouve ces animaux à l'abattoir et à la consommation. Donc on a des flux de gènes, et ces flux de gènes, la seule bonne échelle pour les travailler, c'est l'échelle mondiale. On voit ces flux de gènes. Qu'est-ce que vous voulez? Un gène de résistance, vous avez probablement une idée du temps que met un gène de résistance apparu, par exemple, au Brésil pour arriver en Europe. Je pense que vous avez absolument l'idée du temps que ça met. Ça met 8 heures. C'est le temps du vol. Voilà. Et on peut se retrouver en secteur hospitalier, c'est bien connu, avec des gènes de résistance aux antibiotiques qui vont voyager à une vitesse extrêmement rapide. Donc la seule bonne échelle de travail nous pose un problème parce qu'il nous faut des réseaux et il faut des collaborations internationales dans tous les projets pour travailler ça.
On a eu un exemple également, il y a une très belle publication qui est sortie l'année dernière et qui illustre, alors c'est pas sur des antibiotiques, ce sont sur des antiviraux, mais qui illustre les effets pervers des usages des antiviraux dans le domaine des villes. Dans les villes asiatiques qui ont voulu se protéger de l'épidémie d'influenza, on a utilisé dans certaines de ces villes l'oseltamivir, le Tamiflu, à dose assez conséquente, et il se trouve que les humains produisent un métabolite du Tamiflu qui est assez résistant et qui passe la barrière des usines d'épuration de l'eau et qui retourne, très dilué certes, ce métabolite, mais dans le milieu naturel. Et dans le milieu naturel, les marécages, marais autour de ces villes asiatiques, barbotent des canards qui hébergent des virus influenza qui sont faiblement pathogènes, qui ne sont pas dans leurs poumons mais plutôt dans leur tube digestif. Et en fait, ces doses très très faibles du métabolite de Tamiflu sur ces virus faiblement pathogènes ont généré l'émergence de virus résistants, de souches résistantes au Tamiflu, qui ne sont pas pathogènes, mais qui, avec ces canards sauvages qui ont des longues migrations, voyagent et se sont retrouvés finalement dans des canards qui ont été retrouvés dans différents secteurs en Europe. Et on a pu épidémiologiquement tracer le cheminement de ces souches résistantes. Donc vous voyez que les usages sont certainement à revoir et il faut plus de vertu. On travaille également beaucoup sur les maladies émergentes vectorisées. Un des domaines pour le proche futur où je suis sûr qu'il va y avoir véritablement une explosion, c'est celui de l'épidémiologie sans a priori, donc en utilisant les technologies du séquençage à haut ou très haut débit pour analyser des vecteurs de maladies que sont par exemple les tiques ou les insectes piqueurs. Et donc, nous sommes en train de faire les premiers essais pour rechercher par séquençage systématique le contenu en pathogène de tiques collectés sur le territoire national français. Et effectivement, là, nous avons des surprises tout à fait considérables. On a retrouvé des orthobuniavirus que nous n'imaginions pas présents, enfin qui n'ont jamais été décrits. Nous ne savons pas ce qu'ils visent, si ils peuvent passer chez l'humain, chez les animaux, quel est leur degré de pathogénicité. Tout ce qu'on sait, c'est que certains de ces orthobuniavirus de famille apparentées sont extrêmement tératogènes chez l'animal. Voilà. On a retrouvé des bactéries insoupçonnées également, décrites sur le territoire nord-américain, mais qu'on ne soupçonnait pas être présentes sur le territoire français. Donc vraiment dans le futur, là il y a un verrou qui a sauté, qui est celui du séquençage et de l'analyse des données à très haut débit, qui devrait vraiment faire avancer considérablement les choses, au moins dans la description. Et puis après, il nous faut faire des efforts considérables, et là nous avons besoin de mathématiciens, de statisticiens. Il nous faut modéliser les déplacements et les niches écologiques de ces agents pathogènes que nous allons apprendre à connaître. Et l'objectif final, après la description, la modélisation, serait éventuellement la prédiction du danger, voire éventuellement du risque. Nous travaillons également sur les virus zoonotiques. Et donc, nous essayons de faire en sorte, toujours dans une approche descriptive et d'analyse de ces virus, de comprendre ce qui permet de construire soit un pouvoir pathogène pour un virus, alors différents types, admettons par exemple pour un virus influenza, toutes les souches ne sont pas également n'ont pas le même pouvoir pathogène. Et puis nous travaillons également sur la détermination du spectre d'hôtes et les déterminants d'hôtes. On a appris, par exemple, à observer donc des virus influenza dans la nature, et au moins de notre côté, sommes-nous capables de savoir s'ils ont plus un tropisme canard ou un tropisme poule. Ça peut paraître peu de choses, mais en termes d'impact sur les productions, c'est tout à fait considérable. Il faut savoir, par exemple, que les protéines animales d'origine volaille, c'est la première source de viande, finalement, pour nourrir la planète.
Et enfin, un dernier exemple, ce sont les animaux donc, de type animaux d'élevage ou animaux de compagnie que nous pouvons utiliser dans des applications à destination de la santé des hommes. Donc le dernier exemple, le plus bel exemple que j'ai, ce sont des publications faites par des collègues de Oniris, l'école vétérinaire de Nantes, dans laquelle nous avons une unité mixte de recherche. Et ces collègues ont identifié dans le muscle somatique de chiens quelques cellules souches à capacité donc multipotente. Ils ont appris à les purifier, à les caractériser, à les faire entrer en cycle réplicatif in vitro, puis ensuite on fait des tentatives pour arriver à trouver une méthode pour les infuser dans le torrent artériel de chiens myopathes, donc de chiens, une lignée de chiens sélectionnés qui a la myopathie du chêne. Et ces chiens vont voir ces cellules quitter le torrent circulatoire, cibler le muscle spécifiquement. Elles ne vont pas ailleurs, elles ne vont pas dans d'autres tissus de l'organisme. Elles s'y implantent, elles s'y multiplient en relativement petit nombre, mais comme ce sont des cellules saines, ce petit nombre, cependant, résout à 80% les problèmes de force des muscles de ces chiens myopathes, et donc des chiens qui sont totalement incapables de se redresser quand on leur donne une friandise sur le train arrière, sont capables de le faire donc 2 mois après la perfusion avec ces cellules, donc ces cellules souches appelées mu-stem cells. Donc il est bien évident que le travail est fait conjointement avec les équipes du CHU de Nantes et que tous les savoirs acquis sur ces types de cellules sont transférés aux collègues de l'INSERM à Nantes, charge à eux ensuite de prendre le relais et de travailler sur la caractérisation formelle de ce type de cellules, parce qu'il est bien évident que pour des applications de thérapeutique humaine, on aura absolument besoin d'un plus haut niveau de caractérisation de ce type de cellules. Voilà un petit peu les exemples que je pouvais vous donner. Et puis ensuite, je suis à votre disposition pour essayer d'évoquer chacun des points ou de développer chacun des points que j'ai abordés dans cette présentation liminaire. Merci beaucoup.